Manifestation anti-guerre un an après le début du conflit en Irak, énorme rassemblement à Rome, mais dans les grandes métropoles, la mobilisation n'était pas partout au rendez-vous. À Madrid, beaucoup d'émotions dans les cortèges qui se sont mis en mouvement en fin de journée. En France, enfin, plusieurs milliers de personnes contre tous les terrorismes. 2 trains de nuit sont entrés en collision avant l'aube. Dans le nord de l'Italie, une Française âgée de 82 ans a perdu la vie dans cet accident dont on ignore l'origine. Un wagon se serait détaché pour des raisons inexpliquées. Pour commémorer le déclenchement de la guerre en Irak, nous avons choisi de vous raconter l'histoire du soldat sans gaz. Il croyait que l'on pouvait exporter en Irak un modèle de démocratie à l'américaine. Il s'est engagé d'abord comme marine, puis est revenu comme civil. Il a été abattu il y a 10 jours. Opération de la dernière chance avec la greffe de 8 organes réalisée sur un bébé de quelques mois, une intervention de tous les records avec une bonne nouvelle pour l'instant. 2 mois après, la fillette se porte plutôt bien. Au Stade de France, la nuit celtique devant quelques 60 000 spectateurs, des musiciens, des danseurs venant de Corse, de Bretagne et de Galice. Madame, Monsieur, bonsoir. Un an après le déclenchement du conflit en Irak, cette journée de samedi a été marquée un peu partout dans le monde par des manifestations anti-guerre, une mobilisation très inégale, avec un immense rassemblement à Rome où se sont retrouvées des centaines de milliers de personnes. À Londres, on retiendra ces images de manifestants à l'assaut de Big Ben. Ailleurs, des cortèges se sont formés. À San Francisco, en Australie, des défilés qui n'ont pas toujours fait le plein, à l'exception de l'Italie, où l'on manifestait contre la politique de Silvio Berlusconi et contre la poursuite de l'occupation américaine. Martine Labroche. Rome. C'est ici que la journée anti-guerre suscite la plus forte mobilisation. 2 millions de manifestants selon les organisateurs contre la politique de Berlusconi et la présence de 3000 soldats italiens sur les rives de l'Euphrate. Dans l'esprit de chacun, le drame de Madrid. Il confirme que l'engagement pour la paix est essentiel. Londres avait ouvert les hostilités par une provocation. Une banderole déployée sur Big Ben, la célèbre horloge, affiche l'heure de la vérité. Un défi jeté à Tony Blair, marionnette manipulée par George Bush, sous un lancer de ballons noirs. 9000 Britanniques sont en Irak. San Francisco, l'une des villes les plus politisées des États-Unis. Des dépenses pour la santé, non pour la guerre, scandent les manifestants. 130 000 GI se trouvent en Irak. New York se mobilise aussi. L'Espagne l'a fait, changeons de régime. Les Polonais descendent eux aussi dans la rue. Un contingent de 2400 hommes stationne près de Bagdad. La guerre n'est pas le meilleur moyen de résoudre les problèmes. Les Belges, eux, n'ont pas participé au conflit, ne pleurent pas leurs morts, mais proclament leur solidarité envers les victimes. Gigantesque manifestation en Corée du Sud, et ce d'autant plus que leur gouvernement prévoit d'envoyer davantage de soldats, 3000 au lieu de 600 actuellement. Même réaction au Japon, 500 militaires en Irak. Il y a eu un attentat en Espagne, ça peut arriver ici. Il faut arrêter cette guerre. Thaïlande, des manifestants défilent devant l'ambassade des États-Unis. Pendant ce temps, des soldats partent pour l'Irak, sous les larmes de leur famille. À Madrid, la manifestation anti-guerre avait un relief particulier après les attentats de Madrid et la décision du nouveau gouvernement de rappeler le contingent espagnol d'Irak, un rassemblement où l'émotion est toujours très vive. Jacques Cardoz, Madi Diawara. C'est un peu comme si Madrid n'avait jamais cessé de manifester. Dans toutes les mémoires, il y a cette pensée pour les victimes du 11 mars, du terrorisme en général, dont l'Espagne souffre depuis des décennies avec l'organisation ETA. On est en train de lutter en Espagne contre le terrorisme de ETA et aussi contre le terrorisme qui a été amené en Espagne de la main de M. Aznar avec son occupation de l'Irak. Aznar menteur, nos soldats à la maison, la référence à la guerre en Irak est omniprésente. On est là parce que nos troupes doivent quitter l'Irak, pour que cette guerre cesse. C'est une guerre injuste qui a fait tant de morts ici et partout ailleurs. Pour la première fois depuis le 11 mars, Madrid a manifesté à l'appel d'une 60aine de syndicats et d'organisations de gauche. Un rassemblement moins massif que les précédents. En tête du cortège, cette référence à José Couso, un caméraman tué en Irak. Déjà à l'époque, l'Espagne avait accusé le gouvernement Aznar de mentir sur les circonstances de sa mort. Continue l'occupation par les États-Unis, alors l'Espagne ne doit pas avoir la responsabilité de collaborer avec les États-Unis, seulement de collaborer avec les Nations Unies. Aujourd'hui, tous les regards se tournent donc vers la présence espagnole en Irak, y compris pour la communauté musulmane. Pour beaucoup ici, les attentats de Madrid sont directement liés à la présence des troupes espagnoles en Irak.
Les Madrilènes ont donc répondu à cette journée mondiale de protestation en espérant que le futur chef du gouvernement tiendra sa promesse. Enfin, en France, plusieurs milliers de personnes ont défilé d'abord à Paris sous des bannières différentes contre toutes les violences et tous les terrorismes. Rassemblement également en province. Tour d'horizon, Nabila Tabouri. Je vous demande une minute de silence. Ils sont à Paris, mais leurs pensées vont d'abord aux victimes des attentats de Madrid. Une minute de silence, globalement bien respectée, et le cortège s'ébranle. Dans la foule, plusieurs milliers de manifestants. La plupart avaient déjà défilé en mars 2003, au moment du déclenchement du conflit en Irak. Un an après, ils sont beaucoup moins nombreux, mais toujours là pour scander leur opposition au terrorisme et à la guerre. La guerre continue, les meurtres continuent, l'occupation continue, le peuple irakien n'a pas retrouvé sa souveraineté et nous sommes aussi dans la rue pour dire non à cette occupation. Dans le cortège, composé principalement de militants d'extrême gauche, beaucoup de drapeaux irakiens ou palestiniens et des slogans hostiles à George Bush. Une centaine de résidents américains a également fait le déplacement. Il y a un début de réveil et on aimerait que ce réveil se poursuive parce qu'on aimerait que ce réveil débouche sur la défaite électorale de Bush à court terme et à plus long terme une autre politique étrangère qui soit moins dominatrice et moins hégémoniste. Solidaire à Paris, solidaire dans toute la France. Les manifestations se sont déroulées cet après-midi dans une centaine de villes, comme ici à Marseille. Un peu moins d'1 millier de manifestants, selon la police et les organisateurs. À Toulouse, ils étaient beaucoup moins nombreux, 250. Mais les slogans sont les mêmes, arrêter la guerre pour en finir avec le terrorisme. Un wagon qui a déraillé pour des raisons encore incertaines est à l'origine de la collision de 2 trains de nuit sur la ligne Rome-Paris. L'accident s'est produit très tôt ce matin au nord de l'Italie, dans la région du Lac-Majeur. Une passagère, une Française, a trouvé la mort. 37 personnes sont blessées, la plupart légèrement. Une enquête est ouverte. Anne Broncinet. Il devait arriver tranquillement à Rome ce matin à 10 h. Mais pour les passagers du Rome-Paris, le voyage s'est arrêté brutalement ici vers 4 h du matin, à Stresa, dans le Piémont. Une des passagères, une dame de 82 ans, transportée à l'hôpital, a succombé à un traumatisme thoracique. Les passagers dormaient dans les couchettes lorsque l'accident s'est produit. Leur train, Paris-Rome, est entré en collision avec le Rome-Paris qui circulait sur la voie d'à côté. Je me trouvais dans le dernier wagon du train, où le wagon a été carrément, je sentais frôlé, si vous voulez, toute la carrosserie a été frôlée par un train qui venait dans l'autre sens, quoi. Et comme ça se passait dans un tunnel, toute cette affaire-là, évidemment, ça fait beaucoup de vacarme et beaucoup de bruit. Hein. La collision aurait pu être encore plus grave si elle ne s'était produite près d'une gare, c'est-à-dire à vitesse modérée. L'accident a été provoqué par le déraillement d'une partie du Rome-Paris. Le dernier wagon a déraillé et sur la voie d'à côté arrivait le train de Paris. La locomotive du Paris-Rome et la dernière voiture du Rome-Paris se sont alors percutées. Une double enquête de la justice et des chemins de fer italiens doit maintenant déterminer les causes du déraillement initial. En dépit de l'accident, les chemins de fer italiens et français ont décidé de maintenir les 2 trains de nuit qui assurent quotidiennement la liaison entre Paris et Rome. À Strasbourg, la tension ne retombe pas. Depuis jeudi, une quarantaine de voitures ont été incendiées. La famille de l'homme victime d'une bavure lors d'un contrôle d'identité appelle au calme. Une marche silencieuse s'est déroulée cet après-midi. En marge de la manifestation, quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Un important dispositif de gendarmes et de CRS a été déployé. Et puis à Lorient, dans le port de pêche, un bateau de transport de marchandises est en feu. L'incendie a été maîtrisé. Il s'est déclenché dans un entrepôt situé tout près de la réserve de gasoil pour se propager ensuite aux alentours. Il n'y aurait plus aucun risque d'explosion. Depuis près d'une semaine maintenant, les ports français sont placés sous surveillance avec la montée en puissance du plan Vigipirate qui concerne l'accès aux quais des passagers et du personnel, mais également les zones sensibles où accostent les navires marchands. De nouvelles mesures qui, globalement, retardent forcément l'embarquement. Reportage Christophe Chassaigne et Christophe Larocca. Militaires et policiers associés dans la même patrouille, preuve que nous sommes bien en zone rouge. Ces ressortissants anglais et algériens viennent de l'apprendre en tentant un demi-tour devant le point de contrôle. On a fait les vérifications parce qu'il y a des gens qui voyagent ici.
Pratiquement, c'est une présence accrue au moment notamment des départs des bateaux, tant en direction du Maghreb qu'en direction de la Corse, avec des contrôles renforcés des personnes un peu de façon aléatoire. Avant d'embarquer sur ce ferry en partance pour Alger, les vérifications et leur durée sont ainsi multipliées par 3, ce qui bien sûr exaspère les habitués. Elle a trop changé là. Avant, on la passe bien, tranquille. Moi, j'ai toujours fait la navette et tout. Mais maintenant, j'ai pas compris moi. C'est pas bon. Ni pour nous, ni pour les Français. C'est vrai ou pas? C'est trop ciré là. Exemple, les services douaniers, renforcés par un spécialiste en explosifs, ce berger malinois inspecte les voitures les plus chargées. Juste après, contrôle des numéros de châssis pour au final des bateaux partant avec en moyenne 2 heures de retard. Vertu des passagers occasionnels, la patience doit surtout gagner les professionnels sommés de présenter des laissez-passer. Débordés, ces 2 employés ne peuvent satisfaire la demande, ce qui provoque des mouvements de colère. Sur les 10 000 qui viennent chaque jour sur le port, ce ne sont que quelques individus qui ne veulent pas se soumettre aux règles élémentaires. Il suffit que tous les usagers fassent preuve de civisme. Mais ce vœu pieux, marins, dockers et routiers ont pour l'instant bien du mal à l'entendre. En Espagne, les enquêteurs remontent la piste marocaine. Plusieurs Marocains en fuite aujourd'hui ont révélé les explosifs dans une mine. Explosifs qui ont été utilisés pour les attentats de Madrid. À Tanger, la famille de Jamal Zougam, l'un des principaux suspects, refuse de croire au pire. Samassoula. Cet homme est le père de Jamel Zougam, un des principaux suspects des attentats de Madrid. Il sait que son fils est en prison, soupçonné d'être un terroriste. Il sait aussi que Jamel a fondu en larmes devant le juge espagnol. Mais Mohamed veut croire son fils, qui nie toute implication. Si quelqu'un a un plan établi, il fait attention à ne pas être découvert. C'est ce que je crois. Mais Dieu seul sait. Mais je pense que mon fils n'avait aucun comportement anormal. Jamel Zougam, 30 ans, vivait en Espagne depuis l'âge de 12 ans. Sa dernière visite à Tanger, c'était l'an dernier pour l'enterrement d'une tante. Ici, ses voisins, sa famille parlent d'un jeune homme ni religieux ni politisé. La police marocaine, elle, le soupçonne pourtant d'être impliqué dans les attentats de Casablanca. Ils ont interrogé la mère de Jamel plusieurs fois, mais elle ne savait rien. J'ai des frères en Espagne qui m'ont dit que Jamel a été arrêté plusieurs fois là-bas, mais que la police espagnole l'a laissé partir parce qu'elle n'avait aucune charge contre lui. Cette fois, la police espagnole tient une charge contre Jamel Zougam. Un morceau de portable trouvé dans sa boutique correspond au matériel de mort utilisé dans les trains. Zougam, Chaoui, Bekali, ces 3 Marocains et 2 Indiens sont détenus à Madrid. 5 autres suspects sont actuellement entendus ici par la police antiterroriste. À présent, les enquêteurs espagnols recherchent 4 autres Marocains pour le vol de 100 kilos d'explosifs qui auraient servi à fabriquer les bombes. Au Pakistan, dans cette zone tribale à la frontière avec l'Afghanistan, l'armée pakistanaise, après plusieurs jours d'intenses combats, a capturé une centaine d'islamistes partisans présumés d'Al-Qaïda. Dans ce secteur où la résistance est très vive, les autorités pakistanaises supposent qu'un haut responsable d'Al-Qaïda est encerclé. On a parlé d'abord du bras droit de Ben Laden. D'autres évoquent maintenant un chef tchétchène. Agnès Mélinier. Ces hommes seraient les prisonniers de l'armée pakistanaise. Ils feraient partie des 300 à 400 combattants d'Al-Qaïda encerclés depuis mardi. Mais celui que les Pakistanais recherchent le plus activement ne serait peut-être pas le gros poisson espéré. L'Égyptien Ayman al-Zawahiri, bras droit d'Oussama Ben Laden, ne se cacherait peut-être pas dans ces montagnes. C'est ce que dit le général pakistanais en charge des combats. Il pourrait s'agir d'un ouzbek ou d'un tchétchène. La plupart des conversations que nous avons interceptées étaient en langue tchétchène ou ouzbek. Hélicoptères de combat, artillerie lourde, les affrontements durent depuis plusieurs jours dans une zone très localisée, au Waziristan, une région située à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Une zone tribale très favorable aux combattants islamistes. Les Américains se tiennent plus au nord, de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, où ils participent aux opérations de ratissage aux côtés de leurs alliés. Officiellement, ils ne combattent pas avec l'armée pakistanaise, mais selon toute vraisemblance, la font bénéficier de leur renseignement.
En Irak, où depuis la fin des hostilités en mai dernier, plus de 400 Américains ont été tués, les forces militaires sont, vous le savez, désormais prises pour cible quotidiennement et tentent de rétablir un calme précaire. Paul Bremer, l'administrateur, évoque après les attentats de cette semaine de sombres jours à venir. Nos envoyés spéciaux Stéphane Bretner et Jean-François Renoux ont pu pénétrer dans la zone de l'aéroport de Bagdad, un aéroport qui porte les couleurs de l'Amérique. Un bout d'Amérique au milieu des hangars. Bienvenue dans la plus grande base de l'armée américaine en Irak, l'aéroport international de Bagdad. 3000 soldats, la moitié de réservistes. Ils croquent leur hamburger à côté des dignitaires de l'ancien régime, emprisonnés ici, dans un endroit secret. Certains GI sont là depuis 1 an et gardent les mêmes certitudes. Notre job, c'est d'aider les Irakiens. Il faut voir dans quelle situation ils vivaient. Si on n'était pas venu, personne d'autre l'aurait fait. Tout est prévu pour que les boys se sentent comme à la maison, avec des produits made in USA. Mais cela ne suffit pas toujours pour oublier que les soldats sont de moins en moins bien acceptés par les Irakiens. Un jour, je me dis qu'on a bien fait de venir. L'autre, que les Irakiens n'ont pas envie de nous voir ici. Pas facile de vivre avec ça dans sa tête. Au milieu de la poussière, les tentes des soldats envahies par le bruit permanent des patrouilles et des hélicoptères. L'armée américaine est à une période charnière. Au fur et à mesure, des contingents entiers remplacent les plus anciens. Pour moi, c'est super. Je rentre bientôt à la maison. Mais je pense à ceux qui arrivent. Il reste quand même du travail à faire ici. Depuis l'été dernier, ils sont la cible d'attaques quotidiennes, une inquiétude difficile à gérer. J'essaye de me dire que ce sont les aléas, que ça peut exister dans n'importe quel pays. Le risque, il est là, bien sûr, et ça me fait peur parfois. Il est encore loin le jour où l'armée américaine quittera l'Irak, officiellement pas avant 2005. Dans un mois, ce campement n'existera plus. Les 3000 soldats vont déménager au nord de Bagdad, dans une base toute neuve, construite en dur. George Bush, un an jour pour jour après le début des opérations militaires en Irak, a redit combien l'Amérique est fière de conduire, selon ses propres termes, les armées de la libération. Le président américain est actuellement en campagne en Floride. Au moment donc où les manifestants anti-guerre défilent dans quelques grandes métropoles, je vous propose de vous arrêter sur l'histoire du soldat Bob Zangas, un marine qui rêvait d'exporter en Irak, un modèle de démocratie à l'américaine. C'est d'abord comme militaire, puis comme civil, une fois la guerre terminée, que cet homme est retourné à Bagdad. C'est là qu'il a été abattu par des hommes déguisés en policiers. Un document qui retrace le parcours de cet Américain sincère et idéaliste, Dominique Derda. L'homme que l'on s'apprête à porter en terre dans cette petite ville de Pennsylvanie s'appelait Bob Zangus. Il était lieutenant-colonel de réserve dans les Marines. Bob Zangus avait 44 ans, une femme et 3 jeunes enfants. Depuis que George Bush a proclamé la fin des hostilités militaires le 1er mai 2003, il est le 432e citoyen américain à avoir été tué sur le sol irakien. C'était son second séjour là-bas. Lorsqu'on a quitté Al-Qout et l'Irak, Bob avait le sentiment qu'il n'avait pas eu le temps d'accomplir là-bas tout ce qu'il pouvait y faire. C'est ce qui l'a poussé à y retourner non plus comme marine, mais comme civil. Nous avons la chance de vivre en Amérique. Il voulait faire profiter les Irakiens de tout ce qu'il peut y avoir de positif chez nous. Bob Zangus, nous l'avions rencontré il y a un peu moins d'1 an, 11 mois exactement, dans la région d'Al-Qout, au sud de Bagdad. Saddam Hussein venait tout juste d'être renversé et l'Irak, en proie au pillard, sombrait chaque jour un peu plus dans l'anarchie et le chaos. L'armée américaine était incapable de maintenir l'ordre, incapable aussi et surtout de remettre en route l'économie du pays. Même si à l'époque il portait l'uniforme, Bob Zangus n'était pas un combattant. Il appartenait au département des affaires civiles de l'armée. Il était là pour reconstruire, instaurer la confiance, le dialogue. Et ça, il savait faire. Même si parfois la situation semblait échapper à tout contrôle. Bob Zangus était un idéaliste. C'est pour cela qu'en décembre dernier, il s'était porté volontaire pour retourner en Irak. Cette fois comme conseiller auprès de l'autorité provisoire de la coalition.
Dans la région de Babylone, il aidait les médias locaux, la radio, la télévision, les journaux à redémarrer après une année de chaos. Le 9 mars dernier, peu avant la tombée de la nuit, des hommes habillés en tenue de policiers irakiens ont ouvert le feu sur sa voiture. Bob Zangus, sa passagère, américaine elle aussi et spécialiste du droit des femmes, leur interprète, tous les trois ont été achevés à bout portant sur le bord de la route. Avant de le quitter l'an dernier, nous avions accompagné Bob Zangus à un match de football entre l'équipe locale et les Marines. L'atmosphère détendue était propice à la réflexion. Je ne sais pas si un pays comme le nôtre, qui n'a que 200 ans d'histoire, peut débarquer comme ça et imposer son système, ses recettes, à un pays qui a une histoire vieille de 5000 ans. Cela dit, si la démocratie marche ici, ça sera formidable, parce que ces gens, eux, ils l'ont bien mérité. Ce jour-là, les militaires américains ont pris une sacrée leçon face aux joueurs irakiens. Bob Zangus pourtant était heureux. Dans ce pays où il y avait tant à faire, il se sentait utile et déjà se promettait de revenir. Partons maintenant pour le Kosovo. Les renforts français sont arrivés hier à Pristina. Après 2 jours de violence et dans un climat qui fait craindre que cette région ne soit à nouveau rattrapée par ces vieux démons. Après les affrontements de ces derniers jours, plusieurs milliers de personnes, essentiellement des Serbes, ont été déplacées pour se mettre à l'abri de ces incidents qualifiés de nettoyage ethnique par le commandant de l'OTAN. Reportage de nos envoyés spéciaux, Richard Binet, Philippe Turpot. Ils ne passeront pas. Tout policier qu'ils soient, ils sont albanais. Pas question pour les soldats de la KFOR, la force internationale de paix au Kosovo, de les laisser rejoindre leur poste à portée de tir de la partie serbe de la ville. Nous sommes à Mitrovica au Kosovo, où depuis 3 jours de violents affrontements interethniques ont fait 31 morts et 500 blessés. De fait, la ville est coupée en 2. Le contingent français qui contrôle l'unique pont qui relie la partie serbe et la partie albanaise de la ville est en état d'alerte maximum. Actuellement, un déploiement d'unités Guépard venant de métropole est venu nous renforcer. Ils sont en cours de déploiement et donc nous adaptons les moyens à la situation et éventuellement nous pouvons, comme nous l'avons fait, utiliser notre armement. De l'autre côté du pont, dans le quartier nord, des réfugiés serbes tentent de pénétrer dans les locaux de la police internationale. Certains sont en pantoufles. Ils n'ont dû leur salut qu'aux soldats français qui les ont évacués de nuit, alors que des Albanais brûlaient leur maison. Qui nous protège? Personne. La KFOR, la police, ils nous mentent jusqu'au dernier. Ils ont tout brûlé. Tout détruit. Je voudrais entrer dans mon village. Ça fait 3 jours que j'attends. 5 ans après la fin de la guerre, tous les efforts déployés pour réconcilier les 2 communautés ont échoué. 20 000 soldats venus de 35 pays stationnent toujours au Kosovo et cette partie des Balkans menace toujours de s'embraser. À Taïwan, le président, victime d'un attentat hier, a officiellement remporté les élections, mais son rival conteste la victoire. Le président Chen, connu pour ses convictions indépendantistes, demande à Pékin d'accepter le résultat du scrutin, qui lui donne donc une courte majorité. En France, une centaine de sans-papiers qui demandent à être régularisés se sont installés cet après-midi dans un square devant l'église Saint-Bernard à Paris. Cette église qui avait été occupée pendant plusieurs semaines en août 1996. C'est donc demain que se déroulera en France le premier tour des élections régionales. 42 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer. Le taux d'abstention reste la première inconnue de ce scrutin dont les Français ne connaissent pas forcément les nouveaux aménagements. Certains d'ailleurs ont bien du mal à s'y retrouver. Il ne reste que quelques heures pour choisir, mais faire le bon choix, c'est d'abord comprendre le système. Mode d'emploi, Émilie Lançon. On prépare les isoloirs, ils sont fin prêts pour demain. Mais vous, êtes-vous prêts ? Question posée au hasard dans la rue. Combien de tours pour les régionales? 2 tours. C'est 2 tours, je crois. Jusque-là, tout va bien. Plus difficile. À partir de quel score les listes peuvent-elles être présentes au second tour? Il y a 2 partis qui doivent rester, non? Je crois qu'il faut avoir, je ne me trompe pas, 10% d'abord, c'est un truc comme ça. Non. C'est juste question dimanche. Hein. Ouais. Pour pouvoir passer au deuxième tour, il faut être à 10% et pour fusionner, il faut avoir 5%. Bravo madame.
Pour accéder au deuxième tour, les listes doivent en effet obtenir au moins 10% des suffrages exprimés. Les listes qui sont au-dessus de 5% peuvent fusionner avec celles présentes au second tour. Les autres sont éliminées. La liste arrivée en tête au second tour bénéficie d'une prime représentant un quart des sièges. L'idée est de dégager des majorités fortes dans des conseils régionaux souvent instables. Allez, question piège. Combien de sièges à pourvoir? Ah bah ça dépend des endroits où on est. 50? Non, je sais pas. Oh là, j'ai honte, non, pas du tout. C'est une catastrophe. Mais j'irai voter quand même, et les 2 fois. Dans les 26 régions françaises, il y a 1829 sièges de conseillers régionaux à pourvoir. Dimanche, on votera aussi pour les cantonales, mais attention, dans un canton sur 2 seulement. Les conseils généraux sont en effet renouvelables par moitié, tous les 3 ans. La rédaction de France 2, bien évidemment, mobilisée pour rendre compte des résultats de ce premier tour. Une soirée spéciale élection animée par Daniel Bilalian et Carole Gessler. Partout en province, bien sûr, nos correspondants et sur le plateau, les premières estimations un peu avant 20h. Mathias Signan. 2, 1... Demain soir, les élections régionales, c'est sur France 2. Dès 18h50, une première information d'importance, le taux d'abstention région par région. Madame, monsieur, bonsoir. Toute la rédaction de France 2 est mobilisée pour ces 3 heures de direct. Dès 20h15, Carole Gessler et Daniel Bilalian annonceront des estimations dans 14 régions test. Ce sera la plus large estimation de toutes les chaînes de télévision confondues. 14 estimations de résultats sur 22 régions métropolitaines, ce qui fait que dès 21h, on aura l'ensemble des estimations qui seront pratiquement au niveau des résultats qu'on connaîtra vers 22h, 22h15. L'Institut de sondage Ipsos, Europe 1 et Le Point sont partenaires de cette soirée. Sur le plateau, tous les leaders politiques, les premières réactions, les premiers commentaires. Dans toutes les régions de France, une trentaine d'envoyés spéciaux et de correspondants de la rédaction vous feront vivre l'ambiance de cette soirée. Les résultats, les déclarations des principaux candidats, c'est demain soir sur France 2. Et pour ces élections régionales, l'utilisation pour la première fois de machines à voter. À l'heure actuelle, 33 villes en France sont autorisées à utiliser le procédé. C'est la ville de Brest qui se lance la première et qui expérimentera demain ce nouveau dispositif. Jacques Deveau. Fini les urnes. Demain à Brest, tous les bureaux de vote seront équipés d'une machine à voter. Plus de bulletins, mais une touche par candidat. Et vous validez. On choisit, on valide et le vote est enregistré. Une simplicité qui n'efface pas toute inquiétude. L'avantage, que je vois pour un bulletin papier, c'est qu'il y a une trace de on a bien voté tel candidat ou telle liste. Si on me garantit qu'il n'y a pas d'erreur informatique ou autre, ce serait bien. Au fur et à mesure, les votes sont stockés en mémoire. À la clôture du scrutin, il suffit de sortir de la machine, comme d'une banale caisse enregistreuse, le score de chaque candidat. Plus de dépouillement. Pour avoir à plusieurs reprises tenu un bureau de vote et toutes les tracasseries que ça procure à la fin du scrutin, bon, moi je trouve ça bien plus fiable que la manipulation humaine. Une nouveauté que la mairie de Brest a présentée pendant 2 semaines à la population. Grâce à cela, elle espère que demain, les électeurs ne seront pas trop perturbés devant les quelques 80 machines à voter. Émile Louis devant la justice, première étape lundi prochain, devant la cour d'assises du Var. Celui qui est soupçonné de 7 meurtres dans Lyon est d'abord jugé pour des agressions sexuelles dont l'accusent sa femme et sa fille. Fanny Auvergne, Vincent Kellner. C'est le premier procès aux assises d'Émile Louis. À Draguignan, sa seconde femme et sa belle-fille l'accusent de viol et d'actes de barbarie, des agressions commises dans les années 90. Mais ce n'est qu'en 2001, quand l'affaire des disparus de Lyon éclate, qu'elles osent enfin porter plainte. Il existe assez peu de survivants des agressions d'Émile Louis, et pouvoir entendre 2 femmes qui ont vécu dans la durée les agressions de celui-ci, ça va être important pour comprendre sa personnalité pour ce procès, mais aussi pour celui qu'on attend des disparus de Lyon. Draguignan, Lyon, les 2 dossiers sont liés. Quand en décembre 2000, Émile Louis avoue à Auxerre les meurtres de 7 jeunes filles avant de se rétracter, c'est toute sa vie qui est passée au peigne fin. Et c'est alors que dans le Var, sa nouvelle famille l'accuse. Sa femme parle de ses vices, de viol après avoir été droguée. Sa belle-fille, alors âgée de 14 ans, dénonce des agressions sexuelles. Pour se défendre, Émile Louis minimise et parle d'actes consentis. J'espère de cette audience qu'elle montrera à quel point on s'est acharné sur Émile Louis,
qui me semble être un coupable tout trouvé et sur qui on s'est arrangé pour faire peser des soupçons épouvantables, alors que le dossier ne prouve rien contre lui. À Draguignan, Émile Louis encourt une peine de 20 ans de prison. Une première étape avant son autre procès à l'automne 2004 pour les meurtres des 7 jeunes filles de Lyon. Là, il risque la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. C'est bien la vengeance familiale qui serait à l'origine de cette sordide affaire. Un adolescent de 16 ans a été tabassé à mort, originaire de Waterloo. Son corps a été retrouvé dans un canal en Belgique. 7 personnes de la même famille ont été mises en examen cet après-midi, dont une femme pour assassinat. C'était l'opération de la dernière chance. Le bébé n'avait que quelques mois. Les chirurgiens américains lui ont greffé simultanément 8 organes. Une opération qui, après 2 mois de recul, semble indiquer que la fillette a une chance de survivre. Pour l'instant, son état de santé est stable. Nathalie Moisan. La petite Alessia n'aurait sans doute pas survécu sans l'intervention des chirurgiens de l'hôpital pour enfants de l'université de Miami. 12 heures d'opération ont été nécessaires pour réaliser une première. La greffe simultanée de 8 organes dans le ventre du bébé, un foie, un estomac, un pancréas, les 2 intestins, la rate et les 2 reins. Un exploit, d'autant qu'aujourd'hui le bébé se porte plutôt bien. Nous avons greffé 8 organes à l'enfant. Tous ces organes ont été transplantés en un seul bloc. En fait, nous avons transplanté un seul greffon qui contenait 8 organes. Bien qu'elle ait eu lieu fin janvier, l'opération n'a été rendue publique que cette semaine. Avant cette intervention, le bébé, une petite italienne de 8 mois, souffrait du syndrome de la mégavessie qui empêchait son estomac, ses intestins et ses reins de fonctionner. Lors de la conférence de presse, sa maman s'est dite très heureuse et très reconnaissante. Pendant les prochains mois, Alessia sera néanmoins constamment surveillée par les médecins car les risques d'infection ou de rejet des organes greffés restent très importants. Le pronostic vital est réservé. L'opération, qui a coûté 375 000 $, a été entièrement financée par le gouvernement italien. Lundi débutera la semaine internationale de l'eau en Seine-et-Marne. Depuis le mois d'août, 9000 habitants sont en fait privés d'eau potable et donc contraints d'acheter de l'eau minérale. À l'origine de cette pollution naturelle, la présence dans l'eau en trop grande quantité d'un oligo-élément dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Les habitants sont en colère. Frédéric Monteil, Catherine Juste. De l'eau minérale en pagaille dans le frigo, de l'eau de source dans la gamelle de Réglisse, le chat, de l'eau des Alpes dans le café, mais surtout pas l'eau du robinet, impropre à la consommation depuis 7 mois. Comme 10 000 habitants de Seine-et-Marne, la famille Boucherie doit donc dépenser 40 € par mois en eau minérale pour étancher sa soif. C'est énorme, c'est énorme. Quand on fait un calcul sur l'année, effectivement, c'est un budget qu'on pourrait passer pour faire un loisir ou pour mon fils ou pour nous. Tout ça, c'est pas admissible alors qu'on paye quand même pour avoir de l'eau potable. L'eau de la famille Boucherie est puisée en pleine campagne, à 50 mètres sous terre. Problème, depuis l'été dernier, on a retrouvé du sélénium, un oligo-élément naturel mais toxique. Ici, il y en avait jusqu'à 2 fois les doses autorisées. On sait traiter des pesticides, on sait traiter le magnésium, on sait traiter les nitrates et le sélénium, personne s'en est préoccupé jusqu'à présent. Une solution en vue, traiter le sélénium avec une usine ultramoderne, mais pas avant 2 ans. Le syndicat des eaux le jure, il n'a pas les moyens de rembourser les bouteilles d'eau aux habitants. Inadmissible pour les associations qui font signer des pétitions dans tous les sens du terme. Effectivement, c'est très important de signer. Ah ben je signe avec joie, avec joie, si on avait de la bonne eau. Ils m'ont dit de toute façon dans 8 jours c'est rétabli. Alors vous voyez, c'était en janvier et on en est toujours au même point. Dans le département, 84 communes sont également touchées par des problèmes de pesticides. L'eau potable au robinet pour tous reste encore un privilège en Seine-et-Marne. À la veille du premier jour du printemps, et comme chaque année, c'est le grand nettoyage des plages en France, comme ici à Palavas-les-Flots. Le club des surfeurs a ramassé les détritus accumulés pendant l'été et l'hiver. Pour vous donner une idée, 20 sacs poubelles remplis à l'heure. Autre opération dans les calanques marseillaises, on a repêché des pneus. Rugby, tournoi des 6 nations. L'Angleterre a battu cet après-midi le Pays de Galles 31-21. Victoire difficile mais importante après leur défaite face à l'Irlande, car les Anglais qui rencontrent les Français la semaine prochaine peuvent encore espérer remporter le tournoi. Même chose pour l'Irlande qui a dominé l'Italie 19-3 à Dublin, qui reste en course pour le titre dans une rencontre perturbée par le vent. Les Irlandais
ont marqué 3 essais. Les Français, eux, se préparent à affronter l'Écosse à Murrayfield, un match à suivre en direct sur France 2 demain à 16h. L'Écosse, qui a perdu tous ses matchs, semble être un adversaire à la portée du 15 de France, mais les Bleus sont méfiants. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Faut bien admettre au vu des images que l'ambiance n'est ni à la mobilisation générale ni au stage commando. Faire du vélo d'appartement regardant du sport à la télé, quelques mouvements de bras en eau de piscine et une partie de foot entre copains. De mémoire de rugbymen, on a forcément connu des semaines de préparation plus intenses. Qu'on le veuille ou non, les Écossais, les porteurs de kilt, n'ont plus vraiment l'étoffe des héros. Sympathique en diable, à qui aime le son de la cornemuse, l'Écossais de son drôle d'accent continue de rouler les airs, mais pas les mécaniques sur les terrains de rugby. Les Français n'ont plus été battus par les Bleus Marines depuis 1999, et dans le tournoi 2004, pire que tout, si la France compte 3 victoires, l'Écosse compte 3 défaites. La dernière en Italie, un revers de la taille du monstre du Loch Ness, à condition qu'il existe. Par rapport à cette défaite, on a à craindre justement une réaction d'orgueil, de fierté. Tout le monde dit que c'est l'équipe la plus faible du tournoi. Je crois qu'il ne faut pas s'appuyer sur ça. Dans ses propos mitonnés à la langue de bois, nul excès de confiance. Chez les Bleus du 15 de France, on a mouillé consciencieusement le maillot d'entraînement à la sueur du sérieux et de l'application. La victoire est rien que la victoire. Dans ce cas, les joueurs affronteraient l'Angleterre dans une semaine à Saint-Denis avec des espoirs de grand chelem. Mais aujourd'hui, cet excitant scénario, y penser peut-être, en parler, pas encore. Et si jamais on gagne contre l'Écosse, dès le lundi, je vous le promets, nous passerons à l'Angleterre. En attendant d'en découdre avec les hommes au kilt, les Bleus ont maltraité toute la semaine des mannequins en mousse. Machine à plaquer venue des États-Unis et du football américain qui permettent de s'énerver sans faire mal à l'autre, pas vraiment de la haute technologie, mais un progrès en quelque sorte. Et en football, en match avancé de la 29e journée du championnat de L1, Lyon a battu Nantes 1-0 grâce à un but de son attaquant brésilien Elbert. Une victoire précieuse pour les Lyonnais qui prennent ainsi provisoirement la tête du classement devant Monaco, mais les Monégasques reçoivent Sochaux ce soir. Dans quelques instants au Stade de France, la nuit celtique devant quelques 60 000 spectateurs, des musiciens, danseurs venant de Corse, de Bretagne ou de Galice. Marie-Hélène Bonneau, Grégory Vasseur. Drôle d'équipe au Stade de France, 300 musiciens de Bagadou, une centaine de danseurs. 3 heures de répétition pour cette gigantesque nuit celtique. 50 000 personnes sont attendues ce soir, vigie pirate et sur les dents. Sécurité oblige. Merci, je peux regarder à l'intérieur du sac s'il vous plaît? Oui, Invité d'honneur, les Corses Imouvrini. Les musiciens, qu'ils soient corses, bretons ou de n'importe où du monde, ils sont par nature ouverts, curieux et ils cherchent justement les terrains où les choses se marient. Donc ce soir, on est ensemble pour apporter peut-être un peu de beauté, peut-être un peu de sens. Les Trianes, 33 ans de carrière. Notre culture est belle parce qu'on exprime un morceau de la culture de l'autre derrière et que donc on vous donne envie d'aller à la découverte de cet autre. Ce soir, 500 artistes feront battre le cœur du Stade de France. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, 20 ans de chance, présenté par Patrick Sébastien. Demain, dans Théo Café, Catherine Sellac recevra une survivante du génocide du Rwanda. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente soirée sur France 2. Eh ben voilà, bonsoir à tous, hein. On s'est fait un peu surprendre. On va être en direct dans quelques instants avec vous pour une superbe soirée avec des numéros visuels sur ce plateau, avec de la musique et puis les extraits de 20 ans de télévision. Et puis on va jouer. On va jouer, oui. Alors des gagnants.